Voici un exercice qui a été posé à l'oral de Centrale en juillet 2024. C'était en filière PC, mais à vrai dire, la filière n'a pas tellement d'importance dans la mesure où cet exercice aurait pu être posé dans n'importe quelle filière. On prend donc deux nombres réels U0, V0 strictement positifs. On suppose que U0 est strictement plus grand que V0. Je ne sais pas pourquoi strictement, mais peu importe. Et puis, il y a déjà une erreur d'énoncé. Pour tout n dans n, et pas pour tout n dans n étoiles, on considère la relation de récurrence un plus 1 égale maximum de Vn et un moins Vn. Vn plus 1 égale au minimum de ces deux mêmes nombres. C'est important de faire commencer n à 0, sinon on ne pourra déjà pas construire U1 et V1, ce qui est un peu gênant. On demande d'étudier ces suites, et par là je comprends étudier leur convergence, et ensuite d'étudier si la série des VK au carré converge, puis d'étudier si la série des VK converge. Alors je vous invite à réfléchir à cet exercice en mettant la vidéo en pause et de revenir après pour voir ce que j'ai à dire dessus. Et ce que j'ai à dire dessus déjà, c'est que je ne sais pas ce que fait cette question 2 avant la question 3, dans la mesure où, là je spoil, on va montrer que les deux suites UN et VN convergent, on va montrer ensuite que la série des VN est la série des VK est convergente, et on en déduira que la série des VK au carré est convergente. Et je sais que l'exercice a été posé vraiment avec les questions dans cet ordre-là, et je ne comprends pas. Alors passons tout de suite aux constatations qui sont complètement directes. On peut voir d'après cette définition de Vn plus 1 et Vn plus 1 que automatiquement Vn plus 1 est supérieur ou égal à Vn plus 1. Ceci a lieu pour tout n dans n, ce qui revient à dire, si on effectue un décalage d'indice, que pour tout k dans n étoiles, uk est supérieur ou égal à vk. Et puisque cette hypothèse a été faite pour U0 et V0, on peut en fait en déduire que pour tout cas dans n, UK est supérieur ou égal à VK. Donc ça, c'est la première remarque. Et où est-ce que ça peut intervenir? Eh bien dans le fait que ici, ce nombre, UN-VN, est positif, et ce, à chaque étape de la récurrence. Donc Vn plus 1 est défini comme le minimum de Vn et d'un nombre positif. Et donc pour un n donné, si on sait que Vn est positif, on en déduira que Vn plus 1 est le minimum de deux nombres positifs, donc qu'il est positif. Autrement dit, ce que je viens d'expliquer, c'est que pour tout n, l'inégalité Vn supérieur ou égal à 0 implique Vn plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui est une propriété d'hérédité. Et grâce à l'initialisation qui nous dit que V0 est strictement positif, on peut en déduire par récurrence que pour tout n en n, Vn est positif. Ce que je vais ajouter ici. Donc ce qu'on obtient juste par véritablement étude superficielle des hypothèses, pour commencer, c'est ceci. Ensuite, on va regarder quelque chose d'un petit peu moins superficiel. Quand je vois un max et un min, je pense à un exercice classique dans lequel on jette 2 dés. On regarde le plus grand, le plus petit, et on demande des relations entre les deux. Et souvent dans cet exercice, on utilise l'astuce que quand on prend deux nombres, A et B, le maximum de ces deux nombres plus le minimum de ces deux nombres, c'est égal à la somme des deux, puisque quand on prend le maximum et le minimum de A et de B, il y en a un des deux qui vaut A, l'autre qui vaut B. Puis dans le cas où ils sont égaux, évidemment, la somme vaut bien A plus B également dans ce cas-là. Et donc si j'applique ceci dans le cas qui nous occupe, je remarque que UN plus 1 plus Vn plus 1, qui est le maximum de ces deux nombres plus le minimum de ces deux nombres, c'est égal à la somme de ces deux nombres, c'est-à-dire Vn auquel j'ajoute Un moins Vn, et ça c'est égal à Un. Donc je vais écrire sur la page suivante cette relation de récurrence, ou en fait non, je vais la réécrire. Je
Je vais me faire un petit peu de place ici. Je vais la réécrire sur la même page. UN est égal à UN plus 1 plus Vn plus 1. Voilà la relation de récurrence qu'on vient d'obtenir. Et sachant que Vn plus 1 est positif, eh bien, vous pouvez remarquer qu'on en déduit que eh bien, UN est supérieur ou égal à UN plus 1, ce qui montre que la suite de termes général UN est une suite décroissante. C'est une suite décroissante minorée par 0, et on peut en déduire qu'elle est convergente. La suite des UN tend vers une certaine limite que je vais noter L parce que je n'ai aucune imagination. Et on pourrait se dire, bah tiens, on peut peut-être montrer quelque chose de similaire pour les Vn. Et effectivement, avec cette relation, on pourrait certainement montrer, puisque Vn plus 1 c'est le plus petit de ces deux nombres, en particulier c'est majoré par Vn, on pourrait montrer que la suite des Vn est également décroissante, mais en fait on n'en a même pas besoin, puisque Un tend vers L, d'après cette relation, on peut en déduire que Vn plus 1 tend vers L aussi, tend vers L moins L, pardon, et on peut en déduire directement que Vn tend vers 0. Voilà. Mais en fait, on va même pouvoir montrer directement, comme il est demandé ici, que la série des VK est convergente, tout simplement en remarquant que dans cette relation de récurrence, on peut isoler VK plus 1 sous la forme UK moins UK plus 1, ce qui fait que la série des VK peut être interprétée comme une série télescopique. C'est la même chose qu'étudier la série DUK moins UK plus 1. Et à ce moment-là, on peut utiliser le résultat du cours qui nous dit que la série télescopique des UK moins UK plus 1 converge si et seulement si la suite des UK est convergente. Et bien justement, on a dit que c'était le cas. Donc on peut conclure directement que la série des VK est convergente. Et maintenant, pour la série des VK au carré, c'est pas compliqué. VK au carré, c'est VK fois VK. C'est VK fois quelque chose de limite nulle. Donc c'est un petit taux de VK. La série des VK est convergente. VK au carré est un petit taux de VK. On utilise le critère de négligeabilité pour les séries à terme positif. On n'oublie pas cet argument qui permet de conclure que la série des VK au carré converge. Et je le redis, je ne comprends pas pourquoi cette question a été mise avant l'étude de la série des VK. Il n'y aurait vraiment aucune raison, à moins que quelqu'un ait trouvé une simplification pour traiter ça avant ça. Mais je ne vois même pas comment on passerait de ça à ça. Bref, il y a une chose que je ne comprends pas. Alors techniquement, l'exercice s'arrête là. Sauf que la question qui n'est pas posée, mais qui était probablement prévue dans le déroulement de l'interrogation, c'est de trouver la valeur de cette limite L. Et là, les choses deviennent bien plus intéressantes. Donc, je vous propose qu'on regarde ça, qu'on regarde donc qu'on trouve la limite L. Et pour ça, je propose de regarder un exemple pour commencer. Je vais prendre, mettons, U0 égale 2024, je sais pas, au hasard. Et je vais prendre pour V0, je vais prendre un autre entier strictement positif. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, 578, parce que pourquoi pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les valeurs successives. J'espère que ça ne va pas être trop long. Si on prend U0 moins V0, on va trouver 1446. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ça a l'air d'être ça. Et ça, c'est plus grand que V0. Donc on voit que U1 va valoir ce nombre, que V0 va rester à cette valeur. Maintenant, donc V1 plutôt, U1 moins V1, je commence déjà à regretter d'avoir pris des nombres aussi gros. Je forme la différence, ça fait 868. C'est encore plus grand que V1, mais ça ne va plus durer très longtemps. Donc U2 prend comme valeur cette différence. V2 reste à la même valeur. On pourrait se demander dans ces conditions comment ce nombre va tendre vers 0. Mais ce qu'on observe, c'est que
le U2 diminue quand même assez vite. Et là, on va tomber sur une différence plus petite, normalement. Effectivement, j'ai fait une erreur quelque part. Ouais, j'ai fait une erreur quelque part. Ou pas. Non, probablement pas. Bon. Donc cette fois, ça, c'est plus petit que V2. Donc c'est lui qui va prendre la place du V. Et pour U3, je vais prendre donc eh bien, la valeur précédente de V2. Et puis on va former la différence. U3 moins V3, ça fait 288. Et de nouveau, on tombe sur un nombre plus petit que le V3. Donc cette différence, c'est elle qui va prendre la place du V. Je crois que ça va bientôt se terminer. En fait, non, ça ne va pas bientôt se terminer, mais on va voir comment ça va se terminer assez rapidement. Ok, donc la nouvelle différence, j'aurais dû préparer des valeurs au lieu de me lancer dans ça. Donc la nouvelle différence vaut 2, qui est plus petite. Donc V5 va valoir 2, U5 va valoir 288. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire de 2. On va réduire de 2 sans arrêt. Et il va se passer ça, et 144 fois, on va retirer 2. C'est pour ça que je ne tape pas tout détaillé quand même. Allez, je fais un petit peu de place. Donc, par exemple, donc on voit que U6 va valoir 286, V6 va valoir 2, et ça va continuer. Hein, U7 vaut 284, et ainsi de suite. Et puis, il y a un moment où U indice quelque chose va être égal à 2, à force de retirer 2. Alors, on va compter combien de fois. Il faut retirer 282, donc il y a eu 141 étapes. C'est U148 qui vaut 2, et V148 vaut 2 également. Et à ce moment-là, à l'étape suivante, on va trouver une différence égale à 0, ce qui fait que le V suivant, V149 va être égal à 0, U149 va rester égal à 2, et dans la suite, eh bien, à partir de là, UN-VN va toujours valoir la même chose, et Vn va toujours valoir la même chose, c'est-à-dire que nos suites vont être stationnaires. Donc la suite des U va être stationnaire à 2, ce qui fait que la limite va être égale à 2, et la suite des V va être stationnaire à 0, ce qui explique qu'elle converge vers 0. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va faire tout le temps ça? Eh bien en fait, quand on démarre avec des entiers, ça va effectivement faire tout le temps ça, et j'espère que vous avez reconnu quel est le phénomène qui se produit. Le phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle de la division euclidienne, et la limite qu'on a obtenue, c'est ce qu'on appelle le PGCD des deux entiers avec lesquels on a démarré. Et ce qu'on a effectué, c'est l'algorithme d'Euclide. Alors, à quoi est-ce qu'on voit ça? Si on reprend le début, 224, on lui a retiré une fois 578, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à tomber sur un nombre plus petit. Ce qu'on a obtenu en réalité, c'est que 2024, c'est 3 fois 578, plus le reste qu'on a obtenu, qui est 290, strictement plus petit que le nombre par lequel on a divisé. Voilà, donc, c'est exactement une étape de division euclidienne. Et ensuite, dans la division euclidienne, le reste est devenu le nouveau diviseur, et le nombre par lequel on divisait précédemment est devenu le nouveau gros nombre. Donc, si on regarde, on était parti de 224 et 578. On a effectué ça 3 fois. 578 est devenu le nouveau gros nombre. Et le reste 290 est devenu le nombre par lequel on divise. Ensuite, à l'étape suivante, on a obtenu 288 comme reste, qui est devenu le nouveau diviseur. Ensuite, on a obtenu 2 comme reste. Et on a effectué la division par 2, ce qui a fini par donner un reste nul. Et dans l'algorithme d'Euclide,
c'est ce qui marque la fin. C'est-à-dire que l'autre reste, le dernier reste non nul 2, c'est le PGCD des deux nombres desquels on est parti, et à vrai dire, c'est le PGCD des deux nombres à chaque étape de tout ceci. Et donc ce que j'ai fait là avec ces deux nombres pourrait être fait de manière théorique, de manière formelle, avec deux nombres entiers dès le début, mais je n'ai pas envie d'entrer dans le détail de ça. Alors, est-ce que ça va toujours donner quelque chose comme ça? Avec deux entiers, oui. Avec deux entiers, ça va toujours donner leur PGCD. Maintenant, si on prend deux nombres qui ne sont pas tous les deux entiers, il peut se produire que le couple de nombres dont on est parti soit proportionnel à un couple d'entiers. Autrement dit, ça va être le premier cas qu'on va étudier, le premier cas où U0 sur V0 est un nombre rationnel. Bon, un nombre rationnel strictement positif, même strictement plus grand que 1 en l'occurrence, même si ça ne joue pas spécialement de rôle. Et dans ce cas-là, eh bien, il va se produire exactement le même phénomène. C'est-à-dire que si ce nombre rationnel est noté P sur Q sous la forme d'une fraction irréductible, à ce moment-là, U0 va être égal à P fois un certain nombre, V0 va être Q fois un certain nombre. Donc voilà. Et quel est ce nombre? C'est pas compliqué. Hein. X c'est U0 sur P, c'est V0 sur Q, c'est égal à chacun de ces deux quotients. Et à ce moment-là, donc, quand on va effectuer l'algorithme d'Euclide, c'est comme si on effectuait l'algorithme d'Euclide en partant de P et de Q, mais en ayant X en facteur. Si on partait de P et de Q, on arriverait à la fin à une limite égale au PGCD, c'est-à-dire à 1. Mais en partant de P fois X et Q fois X, eh bien on a exactement les mêmes opérations, sauf que tous les nombres qu'on manipule sont multipliés par X, ce qui fait qu'à la fin, la limite qu'on va obtenir est ce nombre X, qui est égal donc à U0 divisé par P. P est le numérateur dans l'écriture irréductible de la fraction U0 sur V0. Donc dans le cas où U0 et V0 sont dans un rapport rationnel, jadis on appelait ça des nombres commensurables, eh bien la limite c'est ce nombre x qu'on serait presque tenté d'appeler le PGCD de U0 et V0 en quelque sorte, puisque c'est ce que donne l'algorithme d'Euclide appliqué à U0 et V0. Et maintenant la question qui se pose, mais qu'est-ce qui va se passer si U0 sur V0 n'appartient pas à Q? Ce qui va se passer, c'est qu'on peut voir que pour tout n dans n, un sur vn, alors en fait que un est supérieur ou égal à vn, donc ça on le savait, et que vn est strictement positif. Et que le quotient un sur vn n'appartient pas à Q. Alors notez que quoi? Je ne sais pas ce que je voulais dire à partir de là. Donc on peut voir qu'à chaque étape, un sur vn est irrationnel. Alors je vais réécrire, ou plutôt, alors, attendez, je vais mettre en pause, je vais faire réapparaître la relation de récurrence. La voici. Donc je disais, j'ai fait l'hypothèse que U0 sur V0 n'appartient pas à Q. Et je voudrais montrer que pour tout n, Vn est strictement positif et que Un sur Vn n'appartient pas à Q non plus. Ce qui fait qu'on ne sera pas dans le cas de suite stationnaire comme dans le cas où le quotient de U0 par V0 est rationnel. Et je me propose de démontrer ensuite que dans ce cas-là, Un tend vers 0. On verra pourquoi c'est vrai dans ce cas-là. Alors déjà, comment est-ce qu'on va montrer ceci? Eh bien, la réponse, c'est par récurrence. Donc l'initialisation est connue. Hein. Dans l'initialisation, V0 est strictement positif. Et j'ai supposé précisément que U0 sur V0 est non nul. Alors, je vais donner un nom à cette propriété. Je vais l'appeler Pn. À cette propriété, à cet énoncé, à cette assertion.
un prédicat, je crois qu'on dit aussi. Et donc je prends un entier n dans n, et je fais comme hypothèse que Pn est vrai. L'assertion Pn est vraie. Je veux montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc regardons, je veux montrer que Vn plus 1 est strictement positif. Eh bien, on sait que Un, donc on sait déjà que Vn est strictement positif, donc j'ai juste à montrer que Un moins Vn est strictement positif. On sait déjà que Un moins Vn est positif, ça on l'avait vu au tout début de cette vidéo. Et par ailleurs, je sais que Un sur Vn est irrationnel, donc il est différent de 1. Donc Un moins Vn est non nul. Donc Un est différent de Vn, donc Un moins Vn est non nul. Et bien, un nombre positif et non nul, ça s'appelle un nombre strictement positif. Donc ici, Un est strictement positif, Un moins Vn est strictement positif, et le plus petit de deux nombres strictement positifs est lui aussi strictement positif. À partir de là, ça a bien un sens de parler de Un plus 1 sur Vn plus 1. Je veux montrer qu'il est irrationnel. Alors pour ça, il y a deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est le cas où Vn plus 1 est égal à Vn. Et dans ce cas-là, Un plus 1 est égal à Un moins Vn. Donc dans ce cas-là, quand je regarde Un plus 1 sur Vn plus 1, c'est égal à Un moins Vn divisé par Vn, c'est-à-dire Un sur Vn moins 1. Et puisque j'ai supposé que Un sur Vn n'est pas rationnel, celui-ci n'est pas rationnel non plus. Alors maintenant, regardons le deuxième cas. Le deuxième cas, Vn plus 1 est égal à Un moins Vn, et Un plus 1 est égal à Vn. Et dans ce cas-là, Un plus 1 sur Vn plus 1, c'est égal à la même chose, mais dans l'autre sens. Puisque les rôles de ces deux nombres sont échangés, c'est 1 sur exactement la même fraction que ci-dessus, et l'inverse d'un nombre irrationnel, c'est aussi un nombre irrationnel. Donc ça prouve que Vn plus 1 sur Vn plus 1 est un nombre irrationnel, et par récurrence, avant de conclure, on a montré que l'énoncé Pn implique l'énoncé Pn plus 1, l'énoncé P0 est vrai, par récurrence on peut conclure que pour tout n, cet énoncé Pn est vrai. Donc ici, le procédé va se poursuivre indéfiniment. Et ce qui va se passer donc, quand on part de U0 strictement plus grand que V0, au début, il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que U0 va être égal à un certain entier K0 fois V0 plus un reste R0 qui va être strictement plus petit que V0, c'est-à-dire qu'on va retirer de U0 un nombre entier de fois V0. Je vais préciser, là, le K0 est un entier strictement positif même, mais peu importe. Et au bout d'un moment, à force de retirer des gros morceaux de V0, on va finir par tomber sur un reste strictement plus petit que V0. Et un reste strictement positif. Et donc, après K0 étape, on va se retrouver avec UK0 qui prend la valeur R0 et VK0 qui va prendre comme valeur, alors attendez, c'est ce qui passe, j'ai dit n'importe quoi, UK0 il va prendre la valeur V0 et VK0 il va prendre la valeur R0 et on va continuer comme ceci. C'est-à-dire que, donc, et à toutes les étapes intermédiaires, le V0, enfin le V1, V2, etc., prend la même valeur que V0, et U0, U1, etc., c'est U0 auquel on a retiré un certain nombre de fois V0. Donc on effectue exactement la même chose que dans la division euclidienne du 0, la différence c'est qu'on ne tombera jamais sur un reste nul. Donc on va définir comme ça un entier K0, puis à l'étape suivante il y aura un entier K1, c'est-à-dire que U indice K0, il va valoir K1 fois le diviseur VK0, c'est-à-dire R0.
qu'est-ce que je suis en train de raconter? Oui, c'est ça. V indice K0 plus un nouveau reste R1. Et à ce moment-là, ben, les V suivants vont être stationnaires un temps sur V indice K0. Et puis les U0, les U indice quelque chose, vont diminuer de la quantité V indice K0 un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on tombe sur ce reste R1, qui va être strictement positif comme on l'a vu plus tôt, et strictement plus petit que ce V indice K0. Et ainsi, une fois qu'on aura effectué les K1 étapes, U indice 0, K0 plus K1, il va être égal à V1. Et le V indice K0 plus K1, il va être égal à R1. Et donc les choses vont se passer comme ceci, où on va effectuer cette espèce de division euclidienne indéfiniment, puisqu'on ne tombe jamais sur un reste nul. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vu au début de l'exercice que la suite des UN tend en décroissant vers le L, et on a vu aussi que Vn tend vers 0. Et ce qui se passe, c'est que dans cette construction, vous pouvez observer ici qu'il y a une suite extraite de la suite des UN, qui est la suite des Vn. C'est-à-dire que cette suite, là, des Vn qui tend vers 0, c'est une suite extraite de la suite des UN. On sait que la suite des UN est convergente, et une de ces suites extraites possède une limite nulle, donc on peut en déduire que la suite des UN tend vers 0, puisque toutes les suites extraites de UN doivent tendre vers L. Cette suite extraite tend vers 0. Par unicité de la limite, L est égale à 0. Donc, sous l'hypothèse que U0 et V0 sont dans un rapport irrationnel, la suite des UN converge vers 0, elle aussi, et V0 et 0 est entre guillemets le PGCD de deux nombres réels dont le quotient est irrationnel. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais j'aurais pu continuer en parlant de fractions continues. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous n'avez jamais entendu parler de fractions continues, donc je vous encourage à chercher soit sur YouTube, soit sur Wikipédia, soit ailleurs sur le web, pour voir quel est le rapport entre cette généralisation des divisions euclidiennes au cas des quotients irrationnels. Et cette généralisation se traduit donc avec ce qu'on appelle les fractions continues. J'écris le mot ici. Alors notez qu'en anglais, ça s'appelle continued fraction, ce qui fait que certaines personnes traduisent ça en français sous le nom fraction continuée, ce qui me semble assez sensé, à vrai dire. Je ne vais pas entrer dans le débat linguistique. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Je vous remercie de l'avoir suivie.